Il va avec la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau débrief, un débrief consacré à la victoire de Monaco contre Brest, 2-0. C'était la 11e journée de Ligue 1, des buts signés Denis Zakaria, premier but avec l'AS Monaco et un but signé de l'inévitable Golovin qui enchaîne en ce moment. Et pour parler de ce match, je serai avec Quentin. Salut Quentin. Salut. Je vais rappeler un petit peu les petits paris qu'on avait fait. Que certains avaient fait, en l'occurrence Rome et Flo, pour ce match contre Brest. Du coup, c'est un 0 pointé. Pour Flo, c'était but d'Akliouche et de Ben Seguir. Bon, du coup, dès le lendemain, on savait que celui-là, il était planté avec la blessure de Ben Seguir. Et Rome, c'était une victoire, c'était audacieux face à une bonne défense. Victoire avec plus de 3 buts. Du coup, c'est raté. C'était pas loin, ceci dit, 2-0. Il a pas manqué grand chose, mais c'est un échec. Donc, on va essayer on donnera nos pronos pour le Havre à la fin de l'émission, en espérant être un petit peu plus en réussite. Mais il y en a peut-être un qui est un peu touchy. On va attaquer maintenant avec le j'aime pas. Donc, Quentin, je te laisse y aller. Ouais, écoute, j'entame mon premier débrief de l'année. Avec tout ça, j'ai pas eu le temps d'en faire un, donc c'est... Et du coup, c'est le moment que tu as choisi pour friser. On n'a pas su gagner beaucoup ce genre de match. T'as frisé, du coup, tu peux recommencer du début. Tu as frisé? Toi. Ah bon? Oui, ça a coupé. Voilà. D'accord. La victoire, justement. Donc, le fait que on est... malgré le fait qu'on ait mal joué, on a quand même su gagner ce match. Et franchement, c'était pas dit. Hein. Dès le début, on a vu que c'était poussif. La première mi-temps était un peu compliquée. Et la deuxième a été un peu mieux, mais on sait toujours qu'avec avec cette équipe en tout cas de Brest, ça peut tourner dans les deux sens. Et là, nous, on a réussi à le faire tourner dans le bon sens. Et donc, la victoire, clairement. Ça, c'est très bon à prendre. Et donc, le j'aime pas, c'est la coupe de Benoît Millot. Non, je rigole. Mais du coup, ouais, c'est... Il y en a qui ont osé. Hein. Ça reste dans la même domaine, on va dire. C'est l'arbitrage, clairement, qui n'a pas été au niveau, je trouve. Alors, j'aime pas parler d'arbitrage souvent dans les débriefs parce qu'on va dire que c'est en notre défaveur, notre faveur, etc. Mais là, je m'écarte un peu de ça et juste pour dire dans un avis objectif, d'un point de vue objectif, que l'arbitrage n'a pas été à la hauteur, qu'il n'a pas été, disons, constant tout au long du match. Il y a eu des fois des fautes qui sifflaient, d'autres fois qui sifflaient pas. Des cartons donnés peut-être trop tardivement ou peut-être même trop tôt pour certains, je sais pas. Qu'est-ce qui aurait mieux été dans le match? En tout cas, il a mal été géré ce match par l'ensemble de l'équipe arbitrale. Et voilà, j'ai pas trouvé ça du coup plaisant à voir, en tout cas pour le match, notamment toutes ces interventions de VAR et tous ces polémiques. Et voilà. Bon, j'espère que ça va aller mieux les prochaines fois. Hein. Puis même, j'espère que Pierre Lesmelou se remettra. Mais en tout cas, on a eu un arbitrage qui mérite, je pense, d'être revu, comme ils l'ont dit sur Canal. Là, ils ont fait une petite introspection là, dans le bureau des arbitres, où ils disaient qu'ils revoyaient les matchs et qu'ils voyaient les erreurs en replay. J'espère qu'ils vont bien prendre le temps de le faire parce qu'il y a des choses à voir. Et ce sera le débat de cette émission, l'arbitrage. Oui. On en reparlera, ouais. Quant à moi, j'ai aimé le discours d'Hutter à la fin du match, qui est un discours assez lucide. Il a dit c'est notre pire match de la saison à domicile. J'aime bien, on sent qu'il y a quand même une remise en question qui est faite de la part d'Hutter et ça me plaît. Il n'est pas non plus à brosser dans le sens du poil. Quand il y a des choses qui vont pas, il n'hésite pas à le dire, même devant la presse. Et ça fait quand même une grosse différence aussi avec son prédécesseur qui était un peu... on sentait qu'au niveau de la remise en question, du moins sur le
sur la place publique, voilà, on pouvait se heurter un peu à un mur. Quelqu'un qui acceptait peut-être un peu mal les questions qui pouvaient être un peu contradictoires envers lui, et du coup qui avait tendance un peu à défendre outre mesure ce que faisait son équipe à ce moment-là. Et je veux dire, tout le monde voyait que c'était pas bon, même si quand même ça gagnait des fois, oui, voilà, on s'ennuyait ferme, personne n'a aimé cette période, hein, de toute façon, et pas grand monde au moins, et c'est vrai que du coup, plutôt que d'essayer d'admettre certaines choses, ou de reconnaître même certaines choses, il s'enfonçait, il continuait un peu dans son truc. Non, l'équipe a fait des bonnes choses aussi, bon match, etc. Alors que pas tellement, mais du coup ça donnait l'impression d'être un peu pris pour un con, quoi. Genre, je parle pas seulement des supporters, mais même même en tant que journaliste, quand tu poses des questions et que tu sens que en fait à chaque fois t'as un mur en face de toi, avec Uther c'est très différent, et c'est très agréable finalement, parce qu'on sent que déjà c'est beaucoup plus ouvert, plus propice à l'échange, et en même temps tu as quand même quelqu'un qui, même dans la victoire, reconnaît quand ça ne va pas, et je trouve que pour la progression, tout simplement, c'est une bonne chose, parce que ça permettra évidemment d'aller plus loin et de régler les choses, et de ne pas attendre justement de perdre des matchs ou quoi pour essayer de changer des choses, ou changer ce qui ne va pas. Je n'ai pas aimé, alors moi aussi c'est un point arbitrage, mais un point plus spécifique sur l'arbitrage. Moi je n'ai pas aimé le but refusé à Balogun, parce que je trouve insupportable les hors-jeux de 3 mm qui sont signalés comme ça. Je veux dire, bon, il a gagné strictement aucun avantage sur cette action-là, mais vraiment aucun. Alors, évidemment, on pourra toujours me dire, s'il y a des Brestois qui nous écoutent, c'est possible, hein, ils pourront me dire, oui, mais dans ce cas-là, le but c'est celui de Brassier, si on va par là, peut-être qu'il doit être accepté. Peut-être, voilà, mais en tout cas, voir le but de Balogun pour un poil de fion, moi ça m'ulcère, parce que franchement, voilà, c'est pas le foot que j'aime, là, ce truc au millimètre, je trouve ça complètement ridicule. Encore une fois, s'il y a un avantage net, oui, ok, mais là, franchement, il y a aucune raison, il n'y a aucun avantage de ces 3 mm d'avance, bref. Donc ça m'énerve, et c'est dommage pour Balogun, qui avait l'occasion de marquer et de pouvoir un peu aussi relancer, hein, la machine, parce que entre lui et Ben Yedder, c'est vrai que la machine en ce moment, elle est un petit peu grippée. Du coup, la composition. Je parlais de Balogun justement, composition. Il avait fait le choix, Eddie Uther, de mettre Balogun en pointe plutôt que Ben Yedder, alors que c'est ce qui avait été annoncé dans la presse le matin du match, et puis surtout les retours de Magassa et Maripane. Ouais, c'est vrai que la compo annoncée, ils étaient assez d'accord, hein. La même compo, mais avec Ben Yedder en pointe. Donc cette compo qui est attendue, hein, la défense avec le retour de Maripane, effectivement. Le milieu avec toujours Zakaria Fofana, le tandem, et puis Camara qui va être laissé sur la touche. Et nos néo-pistons qui sont Jacobs et Diatta, plus si néo que ça, parce qu'au final, ça commence à enchaîner les matchs. Par contre, un Kliouche qui a été choisi, et je pense qu'il est le résultat aussi d'un certain enchaînement de performances meilleurs que ses compatriotes, ses partenaires plutôt, du 10, on va dire, de milieu offensif. Donc un Minamino qui est un peu en deçà en ce moment. Je pense aussi à Ben Seguir, du coup, qui est blessé forcément. Et Golovin, qui est indispensable, clairement, qui est le premier nom coché, je pense, dans le 11. Et qui va clairement... qui clairement nous sauve en fait depuis quelques matchs, qui est notre meilleur joueur depuis quelques matchs. Donc voilà, compo logique, mis à part qu'effectivement on a ce petit pari Balogun qui a été choisi plutôt pour sa dimension physique, j'imagine, ou pour les transitions, à voir ce qu'il y a dans la tête du Uther par rapport à ce profil. Ouais. Et donc du coup, la fin du bricolage, hein, on retourne au 3-4-2-1 qui avait bien fonctionné en début de saison. Mais c'est vrai qu'on était passé par des choses, des systèmes et des 11 de départ un petit peu hybrides, sur les 2 derniers matchs. Des milieux à un numéro 6, un faux milieu, un milieu qui descend
pour recréer une animation à 3 défenseurs axiaux. Voilà, c'était un peu spécial là contre Lille. Ça faisait un peu, c'était 3-3-2-2. C'était assez spécial. Donc là, voilà, on a retrouvé un peu plus de repères, chose qu'on connaissait avec cette composition de départ. Et des repères sur le terrain aussi un peu plus avec tout de suite à Monaco qui a vraiment qui a pressé, qui est allé se projeter très vite sur le but brestois avec une première situation dès la première minute. Ouais, on est assez, on met vite le pied sur le ballon. On sent déjà que le match va être énergique, on va dire. Enfin, moi, j'ai senti vraiment beaucoup d'engagement dès le début. Et de toute façon, on l'a ressenti après dans les duels, dans les chocs aussi, clairement, dans la dimension physique. Ça courait partout. Brest est une équipe qui va beaucoup aller nous chercher aussi. Donc, il fallait mettre le pied sur le ballon et direct attaquer, quitte à subir, mais au moins montrer qu'on est patron et on est à la maison et on doit aller mettre ce premier but. Et ouais, donc l'action, alors je n'ai même plus en tête en vrai l'action de la première minute. Ouais, c'est un centre d'Akliouche ouais. qui met Bizotte un peu en difficulté. Enfin, il centre très près du but, ouais. Mais voilà, ça pousse en tout cas, ça pousse. Mais comme je disais, je parlais de repères. Les adversaires aussi, ils ont leurs repères, à savoir qu'avant la 10e minute de jeu, il y a potentiellement moyen de marquer un but. Et c'est ce qui va se passer. Non, du coup. C'est ce qui va se passer, mais non, on va pas prendre ce but. C'est pour ça que je dis une fois mais non. Voilà, donc ouais, effectivement, une belle action de Brest, du coup, avec alors, je trouve, c'est un peu comment dire, une transition, parce qu'on se fait chipper la balle quand même, plutôt dans nos débuts de nos 30 derniers mètres. Donc un Pierre Lesmelou qui fait une petite faute sur Balogun, mais on va rien dire, il va continuer à faire l'action. Et Camara qui va, alors je crois que c'est Camara qui centre, oui. Mais qui va centrer sur un joueur en première intention qui est hors jeu, sur selon Mounier. moi. Ouais, sur Mounier qui est hors jeu, et du coup derrière ça reprend et ça marque le but. Alors déjà, on le voit tout seul au second poteau, on le voit beaucoup cette action chez nous, qu'un joueur est seul au second poteau et qui fusille Keun, forcément il n'y a pas de miracle. Mais heureusement, on est sauvé par la VAR, par cette faute qui a été sifflée après coup, du coup. Alors allié, sûrement, probablement. Je l'ai rarement vu des buts annulés comme ça, quand même. C'est rare, quand même, je trouve. Ça arrive souvent sur les hors-jeux. Des fautes, quand même, aussi loin de l'action en soi, même si elle est évidemment à l'origine de l'action. C'est assez rare. Donc on peut en être heureux. Mais pour moi, il y avait clairement quand même hors-jeu. Et voilà, même s'il touche pas la balle, Mounier, il est quand même clairement... il fait action de jeu, quoi. Donc il est clairement dans la trajectoire du ballon. Donc il n'y a pas de raison pour moi que le hors-jeu soit pas sifflé derrière. Oui. J'avais en tout cas, j'avais pas très peur pour ce but. Mais c'est vrai que ça fait une grosse alerte dès le début. Là, on sait très bien qu'on est faible au début de match. C'est ça. Mais il y a une bonne réaction avec la 17e minute, du coup, le premier but de Denis Zakaria, donc son premier sous les couleurs monégasques. Et ça part d'un corner. C'est un coup de pied arrêté, tout simplement. Ouais, on les enchaîne 3 minutes plus tard, ça fait mal. Et un Zakaria qui est habituellement, en tout cas moi c'est ce que j'ai vu sur le dernier match, il était pas mal en retrait. Il faisait partie de ces joueurs avec les latéraux qui étaient sur les corners, qui sont pas mal en retrait, en couverture, parce qu'on sait qu'il est pas bon de la tête. Et même Brelé Mbolo l'a rappelé. C'est vrai qu'on l'a jamais trop vu jouer aussi, des duels. L'a rappelé. Ouais, on l'a jamais trop vu jouer des duels. C'est pas du tout son point fort, il a toujours dit. Et ouais, c'est étonnant d'ailleurs qu'il était là en fait, même qu'il jouait le ballon de la tête. Et ouais, il a carrément fait le bon appel et il a trompé Bizotte en. Je pense que en plus Bizotte se trouve un peu parce qu'il dit laisse ou il appelle pour dire qu'il a la balle, mais au final Zakaria passe devant et il la place parfaitement. Donc voilà, premier but pour lui, ça fait plaisir. Moi, ça fait un moment que je voulais le voir marquer son premier but. Je l'avais mis en meilleur joueur dans le jeu de prono de Patrice. Bon, malheureusement, Golovin va lui voler la vedette. C'est dur à dire. Mais voilà, donc ouais, effectivement, il a encore sa passe décisive, donc ça continue. Et ouais. On se met quand même dans de bonnes conditions après 15 minutes, après ce but refusé. Ça fait plaisir.
Alors il y a pas mal de choses qui vont encore se passer dans cette mi-temps. Un but refusé pour Brassier. Un penalty, possible penalty pour une faute sur le doigt rond. Pardon, un but, je dis bêtise, je disais un but refusé pour le doigt rond. Oui, ça c'est le premier, ouais. Voilà, c'est le premier parce que du coup, je crois que tu m'as dit Ouais. Brassier en fait. Ouais, Brassier, c'est celui qui marque le but sur coup franc, du coup. Et voilà. Donc un but refusé pour le penalty. Il y a quand même des décisions et Monaco aussi qui a un but refusé du coup sur penalty pour Balogun. Donc Hors-jeu, ouais. c'est hors jeu au millimètre. Voilà. J'en ai parlé. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées. On en reparlera aussi forcément parce que ce sont aussi les gros événements de cette rencontre. On peut quand même retenir de cette première période que Monaco est pas non plus complètement souverain, se montre un petit peu fébrile derrière, quoi. Ouais, clairement, c'est le sentiment qu'on a, hein. Comme je le disais, c'est une mi-temps hachée où ça va des deux côtés, ça refuse des buts, clairement, il y a des gros arrêts de jeu et dès que ça va dans le milieu de terrain, ça se bat. Il y a beaucoup de duels, des fautes non sifflées, des fautes sifflées, d'énervement, de la tension, une blessure. Du coup, c'est le doigt rond d'ailleurs qui doit sortir. C'est le doigt rond, ouais. Et du coup, ouais, on laisse la balle un peu. J'ai pas vu la possession, mais je crois qu'on leur laisse. Oh, quoique, même pas, on est à moitié-moitié. Donc, ouais, on est un peu. C'est coup-ci, coup-ça, quoi. C'est vraiment une bagarre. Vraiment dans tout ce milieu de terrain et puis après derrière dans les transitions, dans les buts on pourrait imaginer au final ça se passe en VAR, en bagarre, en tout ce que tu veux. Et ouais, derrière du coup on arrive à la deuxième mi-temps, on se dit qu'on est content quand même de mener 1-0 parce que c'est pas un match qui aurait pu clairement ce genre de match là il pourrait tourner à notre désavantage, on l'a vu bien des fois, donc là on est plutôt heureux du résultat. Ouais. La deuxième période, du coup, c'est Monaco qui va faire le break avec un but de Golovin. Alors là, il y a un bon mouvement collectif. C'est avec Monaco est capable d'être dangereux sur des combinaisons, sur des attaques placées. Et là, au départ, notamment, un beau geste, un joli geste de Balogun. Fofana, un centre en retrait. Et là, la magie, Golovin qui continue d'opérer. Ouais, voilà, une belle action, même une récupération qui arrive sur une belle action collective. Et puis effectivement, Golovin qui nous laisse encore d'un bel enroulé. Donc ouais, là on se met bien, clairement 2-0, c'était encore mieux payé, on va dire, par rapport à toute la physionomie du match, même si je pense qu'en seconde mi-temps, on a quand même plus de sérénité, on dégage mieux les ballons, on est plus souverain en défense. Et puis derrière, si on arrive en plus à marquer ce genre d'occasion, et on peut que se dire que le match va tourner en notre faveur. Mais on sait jamais. Il est que... Alors, on marque à la combienième ? On vérifie, mais... Ouais, 69e. On marque assez tard, 69e, ouais. Voilà, mais on peut se dire quand même qu'en 20 minutes, il peut se passer des choses, on sait très bien. Ouais. Et il va s'en passer des choses, justement, puisqu'il y a quand même des actions brestoises assez dangereuses. Alors, c'est vrai que si on regarde les statistiques, Eric Roy était... énervé après la rencontre, pour l'arbitrage évidemment, on en reparlera, mais aussi parce qu'il disait on a eu tout en plus que Monaco, on a eu la possession, les duels gagnés, les touches dans la surface, le nombre de tirs, etc. C'est vrai, ils ont fait mieux que Monaco, mais sur le nombre de tirs cadrés, ils en ont qu'un. Alors évidemment, du coup, ça ne compte pas notamment le poteau qui est trouvé par Chardonnay à la 71e minute. Ça compte par contre puisque la frappe de Lesmelou est cadrée, mais que Keun détourne sur la transversale. Donc ça, c'est quand même le gros arrêt de Monaco. Mais c'est vrai que si on est pas long, à peu près un peu avant 10 minutes de la fin de la rencontre, on sait que sur le temps additionnel, surtout que s'il y a eu pas mal de situations un peu litigieuses ou quoi, ça peut aussi rallonger, ça peut faire encore un gros quart d'heure. Et c'est vrai que nous, on avait quand même toujours cette appréhension avec les fins de match déjà l'an dernier, un peu moins cette année quand même s'il y a eu des exemples comme Lorient où
ou Nice qui font que on a quand même aussi un petit peu quelques réserves et qu'on n'est pas totalement sûr de pouvoir plier sans rompre. Donc voilà, il y a quand même des situations qui sont dangereuses pour les Brestois, même si globalement on a quand même plutôt bien maîtrisé après la fin de la rencontre. Ouais, on reste serein, moi je trouve, c'est vraiment... on sent plus de sérénité. Effectivement, on peut se prendre des buts et on en prend beaucoup. De toute façon, depuis le début, on est habitué, depuis le début de la saison. Le but à Lorient, par exemple, c'est... Bon, il y a peut-être des erreurs d'inattention. Voilà, il y a aussi pas mal de... Enfin, je veux dire, on subit pas, quoi. On subit pas au point de enfin prendre ce but. C'est vraiment un contre, c'est vraiment des erreurs individuelles. Donc, ouais, c'est des choses qu'on sait qu'on est habitué à prendre ce genre de but, mais clairement, on subit pas. On n'est pas en mode ah merde, on n'a pas le mental à garder ce score. Il faut absolument qu'on se replie en défense. Non, on continue à jouer notre jeu, on continue à être assez serein et au final, ça paye parce que derrière, on va pas se prendre des occasions très franches à part les tirs dont tu as parlé. Et même jusqu'à la fin du match, on va être assez tranquille. Et à 2 buts d'écart, voilà, on sait aussi qu'on a toujours une chance au cas où de s'en sortir. Même si, voilà, un clean sheet, ça aurait fait plaisir à Keun et à l'entraîneur. Et au final, c'est ce qui se passe. Pas révélateur du match, clairement. On va pas se cacher. Hein. On se sent quand même bien payé par rapport à cette victoire, mais je pense qu'elle n'est pas déméritée non plus. Les statistiques, ça dit pas tout. Et effectivement, comme tu dis, même si les statistiques sont de ton côté, le tir cadré derrière, ça veut dire ouais, vous avez tiré qu'une seule fois et c'était un tir, allez, on va dire pas dangereux, mais même c'était quand même une belle frappe qui aurait pu aller. Ouais, la frappe était dedans, puissante, mais elle était quand même assez centrée aussi sur Voilà. Keun. Donc voilà, il fait la réflexe aussi. On en a mis, Minamino a mis la même, quoi. Clairement, il y a eu. Mais c'est vrai que voilà, il y a alors évidemment sur la question de l'arbitrage, tous les Brestois se sentiront lésés sur ce match, mais pour autant, est-ce que ça veut dire que Brest méritait de ramener un point ? C'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Sûr, ouais. Est-ce que ça veut dire qu'il méritait de gagner ? Non, c'est pas sûr non plus. Enfin, voilà, ça veut pas forcément dire que Monaco ne méritait pas cette victoire non plus. Il y a un monde où Brest, gagne. Effectivement, il n'y a pas de souci. C'est déjà arrivé de ce genre de scénario où on n'arrive pas à remonter parce que il suffit qu'on se fasse mener et on perd tous nos moyens et voilà. Même si cette équipe, on sait très bien, peut gérer ce genre de choses. Mais on ne sait pas comment ça se serait passé vraiment, comment on aurait joué. Il y a l'effet du score qui fait aussi ça. Hein. On mène, donc clairement, on a l'avantage. Donc c'est à eux de jouer, donc c'est à eux d'aller marquer ce but. Ils n'y arrivent pas, et donc voilà, c'est tout. Donc c'est ça aussi, c'est de ça qu'ils se plaignaient. Je pense aussi c'est les décisions contraires du début du match qui font que ça foire tout le reste, quoi. Ouais. Du coup, c'est la question, le débat qu'on voulait un petit peu ouvrir. Alors c'est vrai qu'en général, on essaie d'éviter de trop parler d'arbitrage dans nos émissions, mais là, c'est vrai que c'est quand même un pan assez important de cette rencontre. En fin de compte, toi, tu l'as signalé dans ton J'aime pas, tu as signalé que tu n'as pas aimé l'arbitrage d'une manière générale. La question, c'est est-ce que Monaco a été avantagé par l'arbitrage ? Parce que c'est vrai que du coup, on a du côté brestois un sentiment d'injustice qui est crié un peu partout sur tous les toits. On a Lesmelou qui pleure qui pleure à Canal+. On a le Doiron aussi qui dit si c'est penalty, si c'est Monaco qui est dans la surface, Monaco pour eux on aurait sifflé. Eric Roy en conférence aussi qui dit voilà, on vérifie les situations quand elles nous sont favorables, mais dans l'autre sens, la VAR n'appelle pas l'arbitre. Il comprend pas. Et alors c'est vrai que c'est la question après de l'utilisation de la VAR, de qui regardait, qui était attentif sur les écrans pour regarder les actions. Voilà, c'est parce que maintenant, voilà, et c'est ce qu'a pointé du doigt aussi Eric Roy. Ça, pour le coup, je suis un peu d'accord quand même. Quand l'arbitre assistant à la vidéo appelle pour dire voilà, il y a
là il y a quelque chose qu'il faut que tu revoies. C'est vrai qu'au final on sent de plus en plus que c'est l'arbitre assistant à la vidéo qui prend les décisions ou qui est le vrai arbitre de la rencontre. C'est l'impression que ça peut donner, c'est le sentiment qu'a partagé Roy en conférence de presse, et pour ça je suis assez d'accord globalement sur cette analyse. C'est-à-dire que moi ce qui me gêne, c'est que voilà, si on l'appelle pas alors qu'il y a quelque chose qui pourrait mériter d'être appelé, et que lui il a pas vu, voilà, ça veut dire que lui est passé à côté, mais que l'autre qui a un peu plus ce pouvoir, un peu plus d'omniscience, si je puis dire, c'est lui qui finalement a le vrai pouvoir, le vrai contrôle de la rencontre. Et moi, c'est quelque chose qui me gêne. Pour moi, ça doit être absolument l'arbitre terrain qui garde ça. Mais bon, ça, c'est une considération un peu plus globale sur l'arbitrage, sur la vidéo. Pour moi, la solution, c'est de la virer. Ça, c'est mon avis, mais bon, je sais bien que ça, il y aura toujours deux chapelles à ce niveau-là, et je l'ai souvent déjà dit, mais la question, c'est est-ce que Monaco a été avantagé? Fofana, lui aussi, il a répondu aux Brestois, il a dit ouais, mais nous aussi, il y a eu des situations où on est lésé, il y a des cartons jaunes qui sont sortis tardivement, alors qu'il fallait peut-être pas attendre la 93e pour le faire, donc il attendait aussi, je pense, il pensait notamment, alors il y a Lesmelou qui est souvent passé entre les gouttes, mais il pense aussi au carton rouge, au deuxième carton jaune qui a fait donc carton rouge pour Brassier à la 93e. Je pense qu'il aurait sans doute pu sortir avant aussi. Donc ça peut aussi changer un match du côté monégasque. Donc voilà, Monaco a-t-il été lésé par l'arbitrage? J'en suis pas certain. Monaco en a tiré profit à un moment donné. Monaco a-t-il été avantagé, pardon, oui. Oui, à certains moments, oui, mais Monaco a aussi eu des décisions un petit peu contraires, quoi. Donc, Ouais, de toute façon, c'est quoi au final avantagé? Ça veut dire, est-ce que ça t'a permis de gagner le match? Clairement, je pense pas. Aujourd'hui, on n'a pas été avantagé, on n'a pas eu de décision à notre avantage concernant les buts, concernant les actions décisives. Et même, on s'est construit on n'a pas eu de décision de vidéo pour un penalty pour nous ou pour quoi que ce soit. On a mis nos buts de façon, on va dire, légitime. Et derrière, par contre, est-ce que Brest a été désavantagé? Là, on pourrait dire que oui, parce qu'il y a un péno qui a pas été sifflé. Pour le reste, je vois pas. Et encore, franchement, je reviens un peu sur ce que tu as dit par rapport à la vidéo et au gars qui est dans le car. En fait, pour moi, donc on a parlé pas mal de sonorisation des arbitres dernièrement, etc. Moi, je suis quasiment sûr, et je l'ai vu, la position de monsieur, comment il s'appelle d'ailleurs, Vatelier, qui était vraiment très proche de l'action quand Diatta a mis l'épaule pour ce péno là. Et en fait, pour moi, il a très bien vu ce qui s'est passé. Il a jugé qu'il n'y avait pas péno. Et en fait, quand tu es à la vidéo, quand tu es dans le car, tu vas pas aller contredire l'arbitre qui a vu l'action. Alors que Lesmelou là qui fait la faute sur Balogun, je pense pas qu'il avait l'œil dessus. Il avait plutôt l'œil sur la suite, sur l'action d'après. Et surtout, il n'était pas à côté de l'action, il était à l'opposé quasiment. Donc voilà, des fois, il faut se dire aussi qu'il faut faire confiance à l'arbitre. Et c'est ce que sûrement le gars de la vidéo a dû se dire. Il n'y a pas d'erreur manifeste, il a été confiant. Et même peut-être que l'arbitre, tu sais, on les entend pas parler, hein, mais en soi, il a très bien pu dire non, j'ai très bien vu, j'ai pas besoin de revoir, et voilà. Ouais, après, des fois, on arrive à deviner, quand il parle à certains joueurs, on arrive à deviner par certains mots avec la lecture labiale. Alors, on parle les phrases complètes, parce que c'est un métier et c'est pas du tout notre spécialité, mais c'est vrai qu'il y a certains mots qu'on reconnaît et on comprend à peu près ce qu'ils veulent dire. Mais c'est très bien, en fait, quand il va voir une vidéo, il va voir un truc, c'est soit il l'a pas vu, donc ok, il va voir, soit il l'a déjà vu, et donc il n'a pas besoin d'aller revoir une action au ralenti qui va être exagérée 4000 fois. Enfin voilà, pour moi, ce genre de choses, c'est normal, et à la limite, ça nous est déjà arrivé pas mal de fois, ce genre de poussette dans la surface, pas sifflé. Mbolo, je me souviens très bien, mais le nombre de fois, même il l'a dit à la mi-temps qu'il aurait réclamé le penalty, mais oui, évidemment, il le réclame tout le temps, ce penalty-là, parce que c'est un attaquant, parce qu'il sait très bien, et il subit énormément de fautes, et voilà, quand le nombre de fois où on a voulu siffler un penalty sur Mbolo, je sais pas si tu te souviens, mais même pas des penaltys, des fois des cartons rouges, ou alors des fautes sur le dernier défenseur, où on trouvait ça scandaleux, et franchement, là, c'est du même acabit. Et clairement, Diatta ne fait pas non plus un geste ultra violent ou assassin. Il la joue assez bien quand même si, j'avoue, c'est un peu tendancieux, mais
il joue avec les limites et il a gagné son pari, donc clairement, bon. Mais Voilà, c'est vrai derrière, que la ça question. nous a pas avantagé mm. plus que ça, quoi. C'était qu'un Ouais. but pour moi. Mais c'est vrai que quand on pose aussi la question de Monaco a-t-il été avantagé, c'est possible parce que la réaction des Brestois qui disent on a joué à 12 contre 11. Enfin, c'est vrai que ça en fait, c'est surtout et moi, c'est déjà un des éléments qui me gêne, c'est que ça, dans leur façon de voir les choses, ça donne le sentiment que c'est sciemment organisé. Enfin, c'est prévu. C'est voilà, c'est les mecs qui se sont mis d'accord en dire on va niquer Brest, Brest dimanche dérange. quoi. Voilà, et en plus Lesmelou l'a dit, Brest dérange. On est en haut, on doit déranger. Non, frérot, on Ils s'en sont fout. plus très hauts, là. Frérot, Mais, on s'en ouais, fout. En janvier, tu seras 10ème et on n'en aura plus rien à taper. Pardon, mais voilà, tant mieux si vous faites une belle saison et que vous rêvez un petit peu, mais franchement, on sait tous que Brest, ça va aussi un petit peu rentrer dans le rang à un moment donné. Qu'ils en profitent, c'est cool. Après, ce que je peux comprendre là pour le coup, c'est ce qui les a fait sortir aussi un peu de leur gond sur ce match-là, c'est le sentiment d'accumulation. Parce que c'est vrai qu'il y avait déjà apparemment des choses contre Lille et contre Paris. Alors, j'ai pas vu les matchs, mais visiblement, il y a des choses qui ont été un peu en leur défaveur aussi sur ces deux matchs-là. Ça fait 3 fois de suite, je comprends qu'il y en a marre. Et là, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses, parce que on rappelle le but de Le Doiron, donc refusé. Pour moi, c'est logique. Pour les deux, pour moi, il y avait 2 bonnes raisons que ce soit refusé, entre la faute et le hors-jeu. Il y a le deuxième but du coup de Brassier, qui est lui aussi refusé. Donc là, peut-être effectivement que ça... Si on se base en tout cas sur mon postulat sur le but refusé à Balogun, peut-être qu'effectivement ça aurait pu être un but accordé s'il n'y a pas un net avantage. Et le penalty, pour moi, il y a penalty. Par contre, pour moi, Diatta, à mon sens, fait faute. C'est une charge dans le dos. C'est pas épaule contre épaule. Pour le coup, j'aurais été plutôt d'avis. Je pense que Diatta, pour moi, fait faute et je pense que ça aurait été un penalty. Là, sur celle-là, je peux comprendre. Maintenant, encore une fois... Ça aurait tout changé, hein. Non, voilà. mais clairement. Maintenant, encore une fois, entre le but de Balogun qui a été refusé, les cartons... Alors, Brest a fini à 10, du coup, mais l'exclusion de Brassier, elle est méritée. Enfin, la faute qu'il fait... la première faute sur Balogun, c'est une vraie faute d'anti-jeu, alors que Balogun part au but. La deuxième faute sur Boidou, on a tous eu peur, d'ailleurs, pour sauf Rome, Moi, je rigole aussi. On a tous eu peur. Je me suis dit, oh, ça va, c'est Boidou. Quand même. Mais voilà, enfin, honnêtement, on s'est tous un peu inquiétés quand on a vu le genou se planter dans le sol. Clair. Franchement, on a eu peur, surtout là avec Mbolo et Caio Henrique. Franchement, c'est pas le genre de choses qu'on a envie de voir aussi. On s'est inquiété. Donc, l'expulsion, moi, ce qui me choque aussi, pour moi, ce qui m'a choqué, c'était la faute de Lesmelou sur Akliouche en première période où il lui tire le maillot et de manière incompréhensible, l'arbitre siffle faute pour Lesmelou. Ça m'a rendu fou. Alors que à cet endroit-là, c'est un mini corner, c'est un coup franc hyper dangereux que ça peut vraiment. Et même pas, il a la balle en fait. Il a la balle en plus. Il continue l'action en fait. C'est même pas qu'il y a faute. Il continue et il part vers la surface. Akliouche est super propre parce qu'il passe le bras devant l'épaule de Lesmelou, mais c'est tout à fait correct ce qu'il fait en fait. Il n'y a aucune faute. Et l'autre lui tient vraiment le maillot. C'est là que j'ai décidé que. En fait, peut-être que j'ai un biais du coup, qui est un biais de confirmation sur tout le reste du match, mais là j'ai décidé, je me suis dit, ok, là il est pas dans son match, l'arbitre, ça va pas. Ouais. Non, mais c'est le cas. Je pense qu'il s'est raté. Maintenant, il a peut-être pas non plus été totalement aidé. Après, par la vidéo. Mais bon, voilà, c'est. Donc, moi je trouve que, je pense en tout cas, les gens ont beaucoup réagi. Alors, j'ai même vu des Brestois venir réagir sur les pages monégasques pour dire, ouais, on s'est fait baiser. Bon, je peux comprendre qu'ils soient pas contents, mais. Donc, je suis persuadé, je me dis, on aura peut-être même des commentaires brestois sur la vidéo, je sais pas, mais j'imagine que même ils ont internet là, ils ont retrouvé internet depuis la tempête là, ça doit être pour ça. C'est vrai que là en ce moment ils sont peut-être un peu à cran les gars, voilà, ils sont peut-être en plus au modem 56K là, ça doit être un peu difficile, je pense que retour à la DSL. Bon, on leur souhaite bon courage évidemment.
Tiens, d'ailleurs, je l'avais proposé celle-là en plus. Après la tempête, l'ouragan. C'est comme un ouragan. Bon, on a marqué que 2 buts, ça marchait moins bien. Il y avait du vent en plus. Mais il y avait du vent, ouais. Mais ça a été osé sur les notes, sur les top flops de l'équipe, justement. Je voulais le faire pour. Mais ça a été osé. Non, j'ai même pas eu le temps de le proposer, mais ils ont dit l'ouragan, la tempête Golovin. il fallait avoir les coronets pour la tenter, celle-là, quand même, hein, vu la situation. Mais voilà, en tout cas, bon, je me dis, si on a des Brestois qui. Hein, on essaie, nous, de notre côté, de pas être trop partisans, on essaie de voir les choses aussi objectivement, en soulevant ce débat. Voilà, je pense qu'effectivement, oui, mais d'un côté comme de l'autre, il y a eu des situations qui ont été mal jugées et qui ont lésé les 2 équipes. Je pense que, voilà, après, la réalité du match, je pense que c'est quand même que Monaco était un peu au-dessus de Brest. Et, a été plus réaliste, clairement. A été plus réaliste, ouais. Très clairement. Voilà. Un tir cadré, je suis désolé. Alors ouais, le poteau, le poteau, il faut, voilà, c'est un manque de réalisme aussi, quoi. Donc voilà, si tu veux gagner aussi, il faut aussi être capable de marquer ces buts-là. Donc voilà. Bon. En tout cas, je trouve ça très beau que du coup Rome avait terminé l'émission, le dernier débrief sur l'arbitrage de la finale Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud en disant je suis très content déjà que ce soit l'Afrique du Sud qui gagnait, et non, ils n'ont pas été avantagés par l'arbitrage. Tu vois, on a fait le lien entre les 2 débriefs, c'est beau. Voilà, bon, on va parler maintenant des tops et des flops. Donc on va commencer par les tops. Quentin, l'inévitable Golovin. Un but, une passe D. C'est le joueur le plus impliqué sur les buts monégasques. 7 buts avec 5 sur 7 buts avec 5 buts et 2 passes décisives. Voilà, c'est plus que Minamino et Ben Yedder qui sont impliqués sur 6 buts depuis le début de la saison. Ouais, et puis qui, surtout sur la tendance, hein, clairement, c'est Golovin qui se détache largement. Ouais. Je pense qu'il est sur quasiment tous les buts marqués. En fait, il est même sur tous les buts marqués, tous les derniers buts qu'on a marqués, les 4 derniers buts. Donc les 2 à Metz, contre Metz, et les 2 contre Brest. Sachant qu'à Lille, malheureusement, nous n'avons pas marqué. Et tiens, je peux même regarder la stat à Reims. Est-ce qu'il a été décisif à Reims ? Je me souviens même plus. Non, il n'a pas été décisif. Bon, mais bref, c'est clairement sur notre dernier match, c'est le joueur le plus décisif. C'est le Factor X, celui qui tire les coups francs et donc forcément les corners, et donc qui forcément délivre des passes décisives, parce qu'on est assez bon dans ce domaine depuis le début de la saison, et parce qu'on a notre doublette d'attaquants qui peut jouer ensemble aussi parfois, mais clairement ils se cherchent encore, ils ont un peu de problèmes de réalisme en ce moment, et ils sont là aussi dans le jeu, hein, mais clairement on a un joueur qui tire. Alors est-ce que c'est bon signe ou pas, je sais pas, mais en tout cas qui tire l'équipe et qui marque les buts qu'il faut. Donc ça fait plaisir, notre Golovin national qui est là depuis qui est le plus vieux joueur de Monaco actuellement, celui avec le plus de bouteilles. Donc voilà, ça commence à... Attention, parce que bouteille russe, on va penser que... Mais alors, par contre, moi, j'ai déjà les coups de pied arrêtés, j'ai à redire, hein, sur les coups de pied arrêtés de Golovin. Alors oui, il y a une passe, il y a un corner, une passe décisive. Mais déjà, contre Metz, je les avais trouvés plutôt mauvais, ces coups de pied arrêtés. Ça faisait même, depuis que Caillot était blessé et que c'est Golovin qui les tirait, je trouvais que c'était pas terrible au niveau des coups de pied arrêtés. J'ai même trouvé que ceux de Jacobs étaient meilleurs, un peu plus tendus, un peu mieux dans ça dépend s'ils sont directs ou pas, mais ouais. Dans les bonnes zones, voilà. Après, à Lille, par exemple, c'était une catastrophe, mais ouais. Voilà. Après, Golovin, il te met un golasso là sur coup franc contre Metz. Bon oui, d'accord. Ouais, mais c'est Jacobs qui lui a dit de tirer là, donc c'est grâce à lui. Mais c'est vrai que globalement, j'étais
pour le coup, c'est un truc sur lequel j'avais vraiment à redire sur ces coups de pied arrêtés à Golovin que je trouvais vraiment pas bon. Dans les autres tops, on avait Denis Zakaria, buteur, donc premier but à Monaco, on l'a dit tout à l'heure. Gros match, hein, défensivement, offensivement, il a vraiment fait le boulot. Il a été vraiment un rouage essentiel au milieu de terrain. Il y a une situation où il peut mieux faire à la 7e minute, là, quand Diatta le décale bien. Il tire en force au-dessus. Pour moi, je suis désolé, à ce niveau-là, à cet endroit-là du terrain, aussi près du but, cet angle, minimum, il faut cadrer. C'est obligatoire de cadrer, parce que si tu cadres, les probabilités de marquer, elles sont assez élevées, je pense, à ce niveau-là. Donc mais bon, il s'est rattrapé, hein, donc très bien. Mais ouais, gros match, beaucoup de ballons, beaucoup de bonnes passes, beaucoup de vraiment précieux, quoi, dans toutes les compensations, tout ça, je trouvais vraiment très bien, quoi. Très technique, c'est vraiment agréable d'avoir ce joueur au milieu. Ouais, une bonne technique, souvent des fois des ballons compliqués ou quoi, il arrivait quand même à s'en sortir avec un petit dribble, un petit crochet pour se remettre dans le bon sens et se sortir un peu du pressing adverse, donc ouais. Vraiment précieux au milieu de terrain, Zakaria. Singo également, que j'ai trouvé très bon derrière, très très fort dans l'impact. Alors peut-être sur le premier but de Le Doiron, je peut-être au niveau de la couverture, peut-être un peu limite. Je sais plus si c'était lui ou pas. Pas de souvenir, ouais. Mais bon, en tout cas, derrière, il a été vraiment très fort dans les duels. C'est celui qui en a le plus gagné dans l'équipe. Et il a envoyé Lesmelou derrière les panneaux. Donc... Ouais, voilà. Honnêtement, bon là, les Brestois qui sont restés jusqu'ici dans la vidéo, ils seront peut-être là en train de gueuler, mais honnêtement, ça nous a tous fait plaisir. Ouais, bah écoute, hein, Lesmelou, c'est un très bon joueur. C'est un bon joueur à l'échelle du monde du foot. Évidemment, c'est sûr que c'est pas un Kevin De Bruyne, mais c'est un vrai bon joueur de foot, mais c'est vrai que bon, c'est quelqu'un qui, à l'image de sa sortie, un peu pénible quand même. C'est un peu coutumier de ce genre de choses. Mais ouais, et puis c'est celui qui a récupéré plus de ballons aussi, Singo, côté monégasque, donc gros match de sa part, j'ai trouvé aussi. Les flops, alors moi j'ai mis Magassa en flop. Alors il était de retour et je pense qu'on attendait tous un petit peu son retour parce que on avait envie de retrouver une assise défensive avec plus de repères et qu'on avait vu en début de saison. Donc on était plutôt content, je pense, de le revoir. Mais bon, force est de constater que pour moi, il passe un peu à côté de son match. Je sais pas ce que tu en as pensé. Moi, notamment sur la tête de Chardonnay, sur le poteau, il y est pas. Il y a je crois même sur le premier but refusé pour Le Doiron, pareil au niveau de la couverture, sur le côté pas terrible, surtout que juste avant il découvre pas mal sa zone, il va faire un pressing un peu tous azimuts, il remonte le terrain, je sais pas, il est pas mal sorti de sa zone, il découvrait un peu trop, pas toujours très organisé, pas toujours très discipliné. Ouais, c'est vrai moi je trouve qu'il se cache un peu, quoi. Il va pas prendre beaucoup de responsabilités même quand il a la balle. Et il va laisser filer le ballon, il va faire circuler, mais même à ce niveau-là, on va dire offensivement, il apporte pas plus que ça et on le voit pas trop. Et défensivement, effectivement, il y a un certain, ça me rappelle un peu du early Badiachil, quoi. C'est vraiment des petites sautes de concentration, bon techniquement, il peut aller faire ses interceptions et être présent, mais pas hyper décisif et voilà, derrière tous les buts, ils arrivent de son côté, enfin les faux buts, se comprend pas, mais ils arrivent de son côté. Et bon, est-ce que c'est parce que c'était lui, parce que c'était son côté, est-ce que c'est un hasard, je sais pas, mais le premier sur l'autre, parce qu'après l'autre c'est un coup franc, donc. Oui, mais tu vois, même si c'est un coup franc, alors je sais même plus qui c'est qui fait la faute d'ailleurs. Faudrait qu'on regarde. Mais bon, dans tous les cas, tu dois pas faire faute, tu dois pas laisser passer ce genre d'action-là. Et bon, je veux pas lui incriminer non plus, mais c'est vrai qu'il est un peu en deçà par rapport à Maripane et Singo, qui sont clairement deux meilleurs défenseurs que lui.
Maripane, bon retour aussi. On va pas forcément le mettre dans les tops, mais bon, en tout cas, il fait un bon retour. Dans les autres, dans les autres flops, tu as mis Balogun. Alors, on n'est pas forcément d'accord. Ouais. Bah ouais, en fait, moi j'aime. Il y a quelque chose que je vais comment dire. euh, pour les attaquants, je vais leur dire marquer des buts, c'est bien, vous allez participer au jeu, c'est encore mieux, etc. Lui, il va participer au jeu, il va faire des appels, il va se procurer des occasions, il va même décrocher, il va se mettre même sur le côté, faire des courses, etc. Par contre, là où je l'attends, c'est aussi dans la finition, et il l'a montré dès qu'il est arrivé. C'est un très bon finisseur et c'est un joueur qui peut derrière aller faire des 1v1, qui peut aller faire des bons appels et pas être hors jeu, n'est-ce pas? Et finalement, ça fait quelques matchs. En fait, ça fait quelques matchs qu'il est un peu éteint et qu'il n'arrive plus à faire ça. Il sort à la mi-temps à Lille. Il va pas être très bon aujourd'hui, même hier, mais je pense honnêtement qu'il aurait mérité de sortir. Je sais pas si Akliouche fait un meilleur match que lui, mais sûrement. Après, ça reste un jeune, mais voilà. Et puis je trouve qu'il a un peu cette désinvolture qui fait que t'as l'impression que t'as envie de le bouger, t'as envie de dire mais allez, vas-y, va le marquer ton but. Il peut être un peu nonchalant, c'est vrai. Voilà, faut la rine bat les couilles. Et du coup, moi quand je le vois marquer ce but, je me dis bah c'est bon. En plus, il nous fait un petit piqué, il nous fait une belle action. Et comment je vois son placement après, on l'a vu le ralenti. Effectivement, il est hors jeu de quelques millimètres, mais dans tous les cas, il n'a pas à être là. En fait, il doit être bien avant. Il a largement, comme tu dis, il a aucun avantage à être à cette position. La balle il y a personne sur lui. La balle, elle est en avant, mais il a les capacités pour accélérer, pour reprendre la passe après. Donc, il doit bien se mettre en retrait. Il doit sécuriser en fait cette action. Et il se place pas bien et il est hors jeu et c'est de sa faute s'il n'y a pas eu le but. C'est pas les placements des défenseurs, ils étaient juste là où ils allaient. Donc c'est un peu dommage pour ça et j'ai trouvé justement que voilà, ça mettait en lumière cette période où il était un peu moins bon et donc sur le match ça a continué. Au final, il n'a pas réussi à être plus décisif que ça, à part effectivement cette belle talonnade, Quand même. même s'il s'écroule après. Il y a une faute sur lui, quoi. Une belle déviation, il y a une déviation. Ouais, cette déviation pour le but, donc voilà, très bien, il n'y a pas de souci. Puis on sait qu'il est techniquement, il est correct aussi, il n'y a pas de souci. Alors, moi, du coup, voilà, je l'ai senti un peu en deçà par rapport à ça. Pour le coup, moi, techniquement, c'est là où je l'ai trouvé un peu plus approximatif oui, voilà, sur certains gestes. Notamment, alors du coup, par exemple, si on parle de son action, de son but, je crois le contrôle est pas forcément très bon. Oui, plusieurs fois aussi. C'est un contrôle un peu long, mais il arrive quand même à le reprendre et faire le piquer. Mais c'est vrai que moi, c'est plus sur l'action aussi où il file au but en deuxième période, je crois. Il se fait reprendre par par Brassier, ouais. Toujours lui, ouais, décidément. J'arrive pas, je l'intègre pas, je sais pas. Oui, il se fait reprendre par Brassier et effectivement, peut-être qu'il doit faire mieux aussi à ce moment-là. Non, il y a des choses qui sont pas encore totalement optimales, mais je trouve qu'en tout cas, il subit beaucoup de fautes et donc ça veut dire quand même il emmerde vraiment les défenseurs parce que du coup, c'est dur de défendre face à lui parce que voilà, son jeu de haut but est quand même vraiment très bon. Après, voilà, effectivement, je suis d'accord, il y a quelques approximations, il a peut-être tendance à disparaître dans le match, mais là, je trouve qu'il y a quand même des bonnes choses sur cette rencontre, donc je le mettais pas en flop. Pour moi, si je le notais, c'était un peu entre 5 et 6. C'était là que j'aurais peut-être mis le demi-point du 5,5 pour... Parce que pour moi, c'était pas vraiment un flop et c'était pas non plus un top, hein, mais voilà, c'était un peu entre deux, mais c'était plutôt correct, je trouvais. Donc voilà. Et c'est vrai que tu m'as fait penser au contrôle aussi. Il loupe pas mal de contrôle sur des actions décisives, des actions vraiment en profondeur. Là, j'ai aussi le souvenir d'un moment où il va vraiment, il va avoir la balle, il va contrôler beaucoup trop long. Et ça va être du coup repris par Bizot ou par un défenseur, mais je sais plus. Mais bref. Et ouais, il y a des moments où tu te dis merde, s'il avait eu cette technique, s'il avait pu mieux contrôler, bon, voilà, il a une marge de progression, on le sait, mais ça pourrait être un joueur vraiment énorme. Donc bon, effectivement, c'est pas inquiétant, hein, mais je trouve que ça a été du coup un des moins bons joueurs aussi sur ce 11, donc c'est pour ça que je voulais le mettre en flop.
Et toi, t'as un flop que moi je n'ai pas d'ailleurs. Ouais, aussi. alors je sais, alors c'est pas des vrais flops, mais enfin, il y a deux joueurs que j'ai pas trop aimé sur ce match, c'est Fofana et alors il y a une passe décisive, mais franchement la passe décisive c'est pas un cadeau pour Golovin, je trouve. Franchement, il lui met fort et un peu derrière Ouais, lui, donc elle est ouais, précise. ouais, précise pas tellement. Ben Yedder, il regarde l'action là. Ouais. Mais ouais, non, je trouve qu'il a déjà dans le duel, il était pas du tout là. Même pareil dans le jeu, dans la possession, pas non plus trop là. Donc j'étais pas trop aimé. Il y a aussi Philippe Keun que j'ai pas beaucoup aimé. Alors oui, il fait la parade, décisive sur la frappe de Lesmelou, c'est bien. Il détourne le ballon sur sa transversale, mais bon, ça c'est un peu je pense que c'est un peu, tu jettes un peu la pièce en l'air aussi, t'as de la chance que ça retombe du bon côté. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est sur les 2 buts encaissés. Pour moi, il doit être beaucoup plus autoritaire dans la surface, surtout sur le premier, là, il faut qu'il sorte, quoi, c'est pas possible. Il faut qu'il. Ça, Ouais. c'est un ballon. Pour moi, c'est un ballon facile. C'est une mauvaise lecture du jeu. C'est une mauvaise anticipation. C'est un mauvais placement. Parce qu'en plus, il fait un recul frein. Il fait j'y vais pas. Il avance. Il montre qu'il y va et puis finalement il recule. Non, je suis désolé. Quand t'as décidé d'y aller, c'est ce qu'on disait d'ailleurs avec Thomas, qui était notre invité sur le club Mounégou, Philippe Keun. Voilà, c'est pareil contre Nantes sur l'action du penalty. Il en avait parlé. Parce qu'au départ, il fait un JV, puis finalement, il y va pas. Et c'est vrai que ça sème le doute aussi dans la défense, forcément. Tu veux savoir si faut y aller pour intervenir. Et si tu vois que ton gardien décide d'y aller, bah, forcément, peut-être que tu réagis différemment. Ça peut te mettre en retard ensuite si tu dois vraiment intervenir. Voilà. Je trouve que sur cette action, alors on s'en tire bien parce que le but est refusé, mais je suis désolé. Pour moi, si le but est validé, il est pour sa pomme. Il est pour sa pomme et l'intervention, enfin la non-intervention, elle est problématique. Elle est très problématique pour moi. Pour moi, il doit faire 10 fois mieux, 100 fois mieux. Il doit aller chercher ce ballon. Il n'y a pas d'autre. Pour moi, enfin, voilà, je suis très catégorique. Il doit aller prendre ce ballon. Point barre. C'est tout. Il met fin à l'action et il rassure sa défense par la même occasion. Il le fait pas et ça me pose un problème. Voilà, ça me pose encore un gros problème. Donc c'est encore un joueur irrégulier, c'est encore un joueur qui est pas franchement, qui est moyennement convaincant depuis le début de la saison pour moi. Ouais. Évidemment, j'attends de voir les matchs qui y suivent parce que de toute façon, il va faire la saison entière. Donc on aura le temps aussi de faire un gros bilan sur lui à la fin de la saison, mais lui, il est pas en prêt aussi. Ouais, non. Bah oui, non, c'est sûr que. Ouais, mais le problème, bon, ceux qui étaient en prêt, on aurait eu l'occasion de les renvoyer chez eux, dans leur club, on l'a pas fait. Alors ça, Ouais. j'ai encore un truc que je m'explique pas, mais bon, ça. Bref, ne parlons pas du passé, de ces mauvaises choses. On va réveiller les mauvaises. Voilà. Mais ouais, non, par moment, on dirait que du coup, l'esprit d'Alexander Nubel est toujours bien là, en train de hanter les travées du stade Louis II. Exactement ça. Ouais. Il a décidé de se venger, visiblement. Il n'a peu goûté son séjour en principauté, donc il a décidé un petit peu de venir nous emmerder à la fin. Bref, voilà. Donc ouais, non, j'ai pas trop aimé Philippe Keun sur certaines situations. Voilà. C'était les 2 petits flops, mini flops. Moi, j'ai pas trop aimé Jocelyn Gourvenec aussi. Au commentaire. C'est vrai que je vois beaucoup de la meilleure façon de regarder un match sur Canal, puis tu vois des photos avec le son à 0, tu sais. Ouais. Et je suis assez d'accord, ouais, c'est vrai que c'est assez insupportable. On a souvent des matchs sur Canal d'ailleurs. Et Après, moi j'aime bien David Berger, alors. on se tape. Oui, moi aussi ça va. Mais souvent la personne qui l'accompagne, c'est pas à la hauteur en tout cas. Enfin, surtout la Jocelyn Gourvenec, c'est terrible. C'est bon. En fait, j'ai vraiment l'impression. Enfin, en fait, tu le sens quand un commentaire un commentateur est pas objectif. Et là, ça m'énerve parce que tu sens qu'il prend parti, qu'il va essayer d'avoir des décisions. Enfin, c'est des commentaires pas à charge, mais presque genre en mode en se disant bon bah ouais, on va essayer d'être pour le petit, pour l'outsider, pour Brest, tout ça. Et puis ouais, ces analyses, bon, on s'en passerait quoi. Après, je sais pas, je pense que beaucoup. Je sais pas, je pense que c'est quelque chose qui est très répandu. Tous les supporters doivent penser ça à un moment donné, je pense. Bon, donc ouais, c'est un peu comme l'arbitrage, je suis d'accord avec toi, mais là, pour le coup, franchement, là, c'était quand même une catastrophe. Vraiment.
Voilà, bon, en tout cas, qui conclut ce débrief sur Monaco-Brest, une victoire. Monaco qui reste au contact au classement avec Nice et Paris qui continuent d'avancer. Nice toujours leader, 25 points, Paris 24 points, Monaco 23 points. C'est serré, par contre, et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément beaucoup mis en exergue, mais il y a un trou quand même. Il y a un trou par rapport aux poursuivants, surtout par rapport aux poursuivants a priori qui avaient les ambitions européennes. Alors Lille est pas si loin, mais voilà, ils ont fait match nul, donc ils ont quand même perdu 2 points aujourd'hui ce week-end sur Monaco. Rennes, du coup, perdu contre Nice. Marseille, donc, qui a fait nul contre Lille, n'avance toujours pas. Bon, évidemment, Lyon, on n'en parle pas parce que ça va jouer le maintien, très clairement. Voilà, donc c'est quand même... si on regarde, là, je trouve, alors sans vouloir mettre la charrette avant les bœufs, mais je trouve qu'il y a presque déjà une petite option qui est faite pour la Ligue des Champions. Parce que c'est 3+1, on le rappelle. Donc ça veut dire qu'en étant 4e, on aurait toujours le fameux tour préliminaire. Donc on va essayer de l'éviter cette fois. Mais je trouve que par rapport au 3+1, par rapport à l'Europe, Lens remonte à un petit peu remonté, mais bon, tu vois, ils ont encore fait un match nul contre Lorient, un vieux 0-0. Ça remonte pas non plus le temps que ça. Ils le seront peut-être, mais pour d'autres places, pas pour la Ligue des Champions. Et je pense que pour moi, il y a déjà un premier écart qui est fait. Et je trouve que c'est très très important. C'est très très important. C'est encourageant, mais il reste encore pas mal de matchs. On a une grosse période là où, surtout en hiver, là, ça va enchaîner des gros matchs. On va re-enchaîner après la trêve hivernale contre Marseille, contre le PSG à nouveau, etc. Donc ça va y aller. Mais ouais, et Nice même d'ailleurs, qui est quand même pendant la CAN en plus. Donc c'est pas forcément pour le coup notre avantage. Mais ouais. Enfin, on verra bien. Mais je trouve qu'en tout cas, il y a déjà un premier écart qui est fait et je trouve que c'est quand même pas mal du tout de l'avoir fait là si tôt. Et voilà, je pense qu'on a une petite option là déjà. On va terminer avec le pari, du coup, pour Le Havre-Monaco. Donc, match à samedi soir à 21h, Canal+, encore une fois. Malheureusement. Voilà, après, c'est samedi 21h, ça va. Ouais, ce sera pas Big Bay, mais... je sais pas qui sera consultant, mais bon. Donc, du coup, ton pari pour ce match, en essayant d'avoir un peu plus de réussite. Alors moi, du coup, je pense qu'on va gagner quand même, hein, mais mon vrai pari, c'est quand même qu'on va se prendre un but par Le Havre, et pas n'importe qui, pas par n'importe qui, par un ancien monégasque, donc soit par Samuel Grand-Cyr, soit par un Nabil Alioui. On en connaît un mieux que l'autre, on va dire, mais les deux étaient titulaires ce week-end, et je pense qu'il y a moyen qu'ils le soient, même s'il y a Mohamed Bayo qui toque à la porte. Je sais pas comment ils vont mettre... parce qu'ils ont une compo assez similaire à un autre. Hein. Tu l'avais dit, un 3-4-2-1. Bon, en pointe, il n'y a qu'une place, mais en soi, Nabil Alioui peut jouer, je pense, un dessus. Ils ont joué un peu en soutien de Bayo, voilà. les deux. Donc voilà, il y a moyen. Je pense qu'un des deux, ou en tout cas au moins un des deux, marque un petit but classique, quoi. Hein. Puis, alors, je ne veux pas le dire, je ne veux pas l'inclure dans mon pari, mais en vrai, entre la 0 et la 10e minute, à mon avis... il y a de grandes chances. Le fameux but de l'ancien qu'on connaît bien. Quant à moi, ce sera... parce qu'en ce moment, il a un peu perdu la cote, mais Mohamed Camara qui fait son retour dans le 11 titulaire. Voilà. Parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'il a un peu perdu la cote. Il rentre vraiment en fin de match. Donc voilà. Je me dis que sur ce match-là, Hutter va un peu le relancer. Pourquoi pas. Bon. En tout cas, du coup, merci Quentin, merci à tous de nous avoir suivis, et puis on vous donne rendez-vous pour le prochain débrief, donc ce week-end, pour Monaco-Le Havre. Salut à tous et Dagemunego. Ciao, ciao. Et bisous.